Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 8 de Générique de fin. Salut Adam, Salut à toi, ça va bien? ça va super. On est au 8e épisode et on va enfin parler d'un film français aujourd'hui. C'est vrai que c'est la première fois qu'on parle d'un film français, Ouais. effectivement. Enfin un film d'animation pour le coup, C'est un film. bien sûr. Puisqu'on va parler du roi de l'animation française, à savoir Michel Oslo, que vous connaissez sans doute toutes et toutes pour des œuvres assez connues, notamment Kirikou en vrai, qui est son film le plus connu. De très loin, ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, on va pas parler de Kirikou, on va parler de Azur et Asmar, sorti en 2006, un film qu'on a, évidemment, qu'on a découvert quand on était gosse, moi que j'avais pas vu depuis très longtemps, toi aussi je crois. Ouais, pareil. Et du coup, pour le coup, on l'a revu il y a pas si longtemps que ça au cinéma. Ils l'ont repassé et voilà, ça nous a donné envie de faire un épisode sur ce film parce qu'il y a plein de choses à dire et il y a plein de choses à dire sur Michel Oslo, bien évidemment. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Je vais commencer par faire la fiche technique. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un film du coup d'animation français sorti le 25 octobre 2006 en France. C'est réalisé, écrit et dialogué, c'est important, par Michel Oslo lui-même. Le film est produit par Nord-Ouest Productions, qui a entre autres une filmographie très particulière, Oui, parce qu'ils ont produit Irréversible, notamment Noé, de Gaspard Noé, ouais. c'est ça. Sans rien à voir par ça a rapport au vraiment rien à voir. film qu'on va pas faire aujourd'hui. Ou encore la trilogie Vincent Lindon, j'aime bien l'appeler comme ça, de Stéphane Brisé, ou certains des films de François Ozon. Enfin, c'est très bizarre comme filmographie. Mais d'ailleurs, société de production qui a produit la majorité des films de Michel Oslo. Exactement, à l'exception de ses courts-métrages. Ouais. Le budget est de 9 470 000 € environ. Les décors sont créés par Annelies Keller, qui travaille d'ailleurs avec Michel Oslo, qui travaille toujours actuellement avec Michel Oslo. Et ils ont commencé à travailler ensemble depuis le premier Kirikou, donc en 98. La musique est composée par Gabriel Yared, qui est un compositeur libanais, qui a entre autres composé les musiques du talentueux Monsieur Ripley, la version des années 90 avec Matt Damon. Avec Matt Damon, ouais. Beyond Therapy de Robert Altman ou encore Didi à Paris de toujours Michel Oslo. Et au casting, on retrouve Cyril Mourali, Karim Riba ou encore Patrick Timsit qui joue Crapou, pardon, n'importe quoi moi. Et moi surtout, il y a quand même Yam Abbas, qui joue la nourrice. Ouais. Et qui est du coup une actrice palestinienne qu'on a vue à de nombreuses reprises encore aujourd'hui, entre autres dans Succession ou dans plein d'autres films et séries. Mais du coup, pour le coup, le casting vocal, ça reste, à part peut-être Patrick Timsit, des gens pas hyper connus, parce qu'il le dit lui-même, Michel Oslo, il privilégie avant tout la justesse vocale plutôt que le star talent, quoi, contrairement à beaucoup d'autres films d'animation, en fait. Et maintenant, est-ce que tu peux nous présenter Michel Oslo ? Bien sûr, avec plaisir. Michel Oslo, donc, il est né à Villefranche-sur-Mer, sur la Côte d'Azur, en 1943. Il va passer la majeure partie de son enfance en fait en Guinée. Il va partir s'installer en Guinée. C'est une période qui l'a profondément marqué et il garde vraiment un très bon souvenir en fait de la Guinée. C'est là qu'il a notamment appris toutes les coutumes, le dialecte. Avant du coup de revenir en France à Angers durant son adolescence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où il est retourné en France, il s'est considéré un petit peu comme une sorte d'émigré malheureux entre guillemets. C'est de ses mots à lui directement. C'est-à-dire ? En fait, il se sentait plus vraiment à sa place de passer de la Guinée, donc un pays où où le climat est pas totalement le même qu'à Angers, de passer de ça à une ville un peu froide, très très grise, très terne. En tout cas, la vision qu'il en avait à l'époque quand il était enfant, ça l'a un peu, ça l'a marqué quoi. Surtout que si jamais je dis pas de bêtises, il a dû quitter la Guinée suite à l'indépendance de celle-ci. Oui, tout à fait. Donc ouais, du coup ça a été un déplacement forcé. Et du coup, il va passer son adolescence en France, à Angers. Et après des études d'art à l'école des beaux-arts de Rouen, il intègre l'école nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, avant finalement de partir à Los Angeles, donc à la California Institute of the Arts. Et c'est à partir de là qu'il va vraiment commencer à se passionner pour le cinéma et pour l'animation notamment. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, le Michel Oslo, qui est encore extrêmement jeune à cette époque-là,
Lui, ce qu'il veut faire, c'est des arts plastiques, c'est du collage, du découpage. C'est vraiment de s'intéresser à l'art et de pouvoir un petit peu développer son regard sur le monde grâce aux arts plastiques. Donc. Et c'est à partir du moment où il arrive en fait à Los Angeles qu'il commence de loin à s'intéresser au cinéma, mais lui aime ça sans plus. Il s'y intéresse parce qu'il est donc dans une école d'art et tout ça, mais Bah, surtout au cinéma d'animation, parce que pour le coup, quand il c'est arrive ça. à Los Angeles, on est en plein âge d'or de Disney, en fait, du cinéma C'est ça. d'animation de Disney. Donc lui, ça l'a marqué, et forcément, c'est ça qui va lui donner envie de partir dans l'animation plutôt que dans la prise de vue réelle. Exactement. Et oui, et je veux dire, c'est quelqu'un qui a toujours aimé rêver, Michel Oslo. Donc déjà, de un, c'est pour ça aussi son choix de s'orienter vers le cinéma d'animation. Mais également, il a un très fort attrait pour les contes en général, pour les Ouais. contes et les légendes. Et c'est vraiment que ça soit les contes de Voltaire qui, selon les dires de Michel Oslo, arrivent à allier à merveille élégance, esprit, lucidité, sens de la justice, générosité et courage. C'est en général en fait quelqu'un qui, pour pouvoir s'intéresser en fait au monde qui l'entoure, prend parti de s'intéresser aux contes, aux mythes et aux légendes purement locales. C'est pour ça donc que très très tôt, il va aller lire des contes africains qui l'inspireront bien plus tard pour Kirikou, des contes arabes, des contes même d'Amérique du Sud. Je veux dire, c'est vraiment... Il a une vision du monde altérée, mais au sens positif, ce qui n'est pas forcément négatif, par les mythes et les légendes. Et le rapport, justement, tu l'as dit à Voltaire, il est intéressant parce que on retrouvera vraiment l'impact de ce dernier dans la manière qu'il a de mettre en scène ses héros, dont les principaux traits de caractère, ça serait en gros l'optimisme et l'innocence face au rite obscurantiste de la société, ce qu'est un petit peu au final Michel Oslo pardon, lui-même, quelqu'un de très optimiste face à la dureté du monde. C'est vrai, et c'est vrai que souvent même, par exemple, on a tendance à associer le mot naïf, la naïveté au cinéma, à quelque chose de très très, pas enfantin, mais puéril. Et je pense que c'est pas vraiment le cas. Michel Oslo est un cinéma, je dis, le cinéma de Michel Oslo en tout cas est un cinéma extrêmement enfantin, c'est-à-dire un cinéma qui voit les choses sous un angle très très binaire. Mais ce qui n'est pas encore une fois un problème, parce que de voir les choses sous cet angle binaire, sous cet angle quasiment moraliste, à savoir une espèce d'opposition entre le bien et le mal, qui est le thème principal du cinéma de Michel Oslo, ça permet en fait de mieux déceler et de mieux s'intéresser en fait pardon, ça permet de mieux s'attarder aux détails qui composent ce monde. Donc, c'est-à-dire, oui, il y a le bien et le mal, mais Michel Oslo va s'intéresser de comment et pourquoi est-ce que ce mal existe, comment et pourquoi est-ce que ce bien existe. Et c'est cette dualité entre les deux qui crée en fait la dialectique dans le cinéma de Michel Oslo. En fait, ce qui est intéressant, c'est avec lui, il essaie toujours de chercher à réaliser ses œuvres de la manière la plus simple possible, en s'adressant à un public large, mais pas seulement aux enfants. Il y a d'ailleurs une citation que j'aime beaucoup. Pour le coup, personnellement, je vais beaucoup le citer, Michel Oslo, parce que j'aime trop sa manière de parler et sa manière de réfléchir en fait sur le cinéma. Et là, notamment, il dit non, je ne pense jamais aux enfants, presque. C'est mon secret. Je leur plais parce que je ne travaille pas pour eux. Personne n'aime être pris pour un bébé, quel que soit son âge. S'ils ne comprennent pas tout ce qu'il y a dans mes films, ce n'est pas gênant. Ils sont habitués à ne pas tout comprendre dans la vie quotidienne, et c'est ce qu'il leur faut. Ce sont les nouvelles choses à assimiler tous les jours. Ouais, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait bien dit. Et je suis tellement d'accord avec ça aussi. Pareil, en fait, cette association entre... Et c'est ce que je voulais dire un peu tout à l'heure, c'est que cette association entre cinéma d'animation, de langage grossier, dessin animé, et l'association à l'enfance, je pense qu'elle n'a pas tant lieu d'être, en fait. Et que cette manière... En fait, Michel Oslo fait des dessins animés pour pouvoir créer son propre monde à lui. Et donc, comme il va créer son propre monde à lui, alors il va pouvoir encore mieux comprendre et montrer le vrai monde, en fait. Et c'est aussi ça tout le propre du cinéma d'animation. En fait, c'est de créer une sorte de contre-réalité pour pouvoir observer et mieux comprendre notre monde actuel. Et pour en revenir du coup à sa biographie, il va commencer après du coup ses études en Californie, il va commencer à réaliser des petits courts-métrages pendant ses vacances avec des groupes d'amis. Il va,
il va d'abord, ses débuts dans la profession, elles vont d'abord être marquées par la réalisation de Gédéon, donc en 1976, qui est une sorte de petite série pour la télévision. Mais il va rencontrer pas mal de difficultés, notamment par rapport aux producteurs, qui vont le convaincre en fait que ça sera mieux pour lui de travailler un petit peu en indépendant de son côté, quoi. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à réaliser lui-même des courts-métrages, comme notamment Les Trois Inventeurs en 1979, un court-métrage qu'il réalise entièrement avec du papier, avec du papier, ouais, Papier découpé. Papier découpé, du papier Exactement. brodé. C'est ça. Et c'est une œuvre qui est vraiment originale pour le coup et qui manifeste les qualités et les choix esthétiques qui caractériseront vraiment l'ensemble de l'œuvre de Michel Oslo, notamment son influence aussi des ombres chinoises en fait. Parce que pour le coup, les Trois Inventeurs, c'est pas de l'ombre chinoise, mais par la suite, il va faire beaucoup de petits courts-métrages en ombre chinoise, donc avec les personnages en noir et blanc, enfin pas en noir et blanc, mais les personnages en noir, quoi. Et c'est vrai que, oui, en fait, ce qui est aussi caractéristique du style de Michel Oslo, c'est ce côté très très horizontal, en fait, de l'animation. C'est-à-dire que tous les personnages, à des rares exceptions, mais en majorité, tous les personnages sont de profil. Ouais, il n'y a pas souvent de relief. C'est ça. Même très très rarement, en fait. Mais c'est ça, en fait, le style Michel Oslo, c'est des personnages de profil. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il n'a cessé comment dire, de décliner ce style par rapport aux moyens techniques de l'époque et surtout par rapport à lui, ses propres expérimentations. Donc que ça soit du papier découpé, des ombres chinoises ou même pour Azur et Asmar, la 3D. Ça a toujours été qu'une seule et même variation de style sur ces personnages de côté. D'ailleurs, pourquoi de côté, je pense qu'on en reparlera bien plus tard, parce que c'est vachement intéressant. Ensuite, donc, il continue à faire de nombreux courts-métrages, notamment La légende du pauvre bossu, qui reçoit d'ailleurs le César du court-métrage d'animation. Ouais, il va recevoir pas mal de distinctions et de sélections dans différents festivals pour ses courts-métrages suivants. Donc, comme tu l'as dit, La légende du pauvre bossu en 1982, section officielle au Festival de Cannes, pour Les Quatre Vœux en 1987. Et en fait, c'est vraiment à partir de là qu'il va commencer à gagner en notoriété. C'est ça. En fait, il va vraiment commencer du coup à gagner en notoriété, mais tout en étant quand même dans la sphère un petit peu privée du cinéma d'animation et encore plus du court-métrage d'animation. Par exemple, le festival d'animation Annecy l'avait déjà bien repéré. Et c'est quelqu'un qui a quand même une vraie notoriété. Mais auprès du grand public, personne n'a jamais entendu parler de Michel Oslo à ce moment-là. Il va revenir quand même à la télévision en 1986 avec La Princesse Insensible, puis une petite série de courts-métrages qui s'appelle Cinéci, oui. En 89, donc un cycle de courts-métrages en nombre découpé, auquel... En papier découpé. En papier découpé, ouais. Auquel les Contes de la Nuit succèdent en 1992. En gros, les Contes de la Nuit, ça regroupe en fait tous ces courts-métrages qu'il a fait du coup à cette période en un seul film. Et l'année suivante, donc le producteur Didier Brunner lance Michel Oslo dans le long métrage. En fait, c'est à partir de là qu'il va s'atteler à la réalisation de Kirikou et la sorcière. Donc son film qui va vraiment le propulser au rang de maître de l'animation en France. Ouais, c'est ça. C'est que du coup, Kirikou, c'est une production qui a quand même duré 6 ans, donc de 92 à 98. Ouais, ça a été très compliqué, notamment pour trouver des financeurs. Exactement, parce que encore une fois, on passe des petits courts-métrages qui font 3 minutes à un film qui fait 1h15. Et ce qui fait que vraiment, le gap est immense. Et je pense qu'on a du mal vraiment à se rendre compte du budget qu'il faut, et encore plus du coup dans la position économique qu'était Michel Oslo à cette époque-là. Encore une fois, pour sortir Kirikou, ça a été vraiment l'épreuve de tous les dangers, si je peux dire ça comme ça. En plus de ça, rien que le fait que la majeure partie des personnages du film soient nus, en fait, ça a beaucoup freiné les investisseurs, notamment en France, la nudité dans Kirikou. Et aussi le côté... beaucoup, en fait, il le dit lui-même, Michel Oslo, les producteurs s'en foutaient un petit peu qu'on fasse un film d'animation inspiré des contes africains, quoi. Les contes africains, personne connaît, on sait pas c'est quoi. En plus, de base, le conte dont est inspiré Kirikou existe et c'est beaucoup plus glauque que l'histoire du film. Mais comme beaucoup, en fait, les contes africains, c'est des contes... Mais comme les fables de La Fontaine.
Oui, exactement. Et puis même, je veux dire que ici en Occident, on a une vision extrêmement arriérée des contes africains. Et comme Michel Oslo a vécu en Guinée auparavant, il décide de placer donc son premier long métrage, son premier vrai bébé en fait, en Afrique de l'Ouest. On ne sait pas exactement dans quel pays ça se passe d'ailleurs. Et du coup, Kirikou, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte les aventures de Kirikou, un petit garçon qui est vraiment tout petit, c'est sa particularité, c'est qu'il est minuscule, et qui a l'intelligence et la générosité hors du commun. Il a vraiment toutes les qualités, malgré sa taille. Mais déjà, il y a ce truc hyper intéressant. C'est un personnage qui n'a pas forcément les qualités physiques du héros occidental, mais surtout du héros traditionnel, mais qui en a toutes les qualités, entre guillemets, superficielles. Qualité morale aussi. Qualité morale, exactement. On en revient aussi au côté moral, en fait, du cinéma de Michel Oslo. Et Kirikou est un enfant qui vit donc dans un village d'Afrique de l'Ouest. Et ce village est constamment assiégé par la sorcière Karaba, qui vit pas loin de là, et par son armée de fétiches. Et du coup, Kirikou raconte l'histoire de ce petit personnage qui va sauver son village. Encore une fois, en affrontant la sorcière. On est dans la tradition du coup des contes et de ce qu'a fait Michel Oslo avant du coup de réaliser Kirikou. C'est-à-dire Kirikou, en vrai, même le premier, ça reste une succession de petites histoires. Il y a d'abord, il sauve les enfants sur la rivière là avec le bateau. Ensuite, il ramène l'eau au village. Ensuite, il va rechercher son grand-père dans la montagne. Enfin, il y a vraiment cette succession en fait de petites histoires qui, pour le coup, créent une longue histoire avec un début et une fin. Et c'est vrai que c'est un film qui traite, pour le coup, de sujets assez sérieux, de sujets sous-jacents, mais qui sont pas traités de manière frontale, parce que ça reste un film d'animation à destination du grand public, mais des enfants quand même. Mais par exemple, typiquement, le personnage de Karaba la sorcière, on le sait maintenant que quand tu revois le film en ayant grandi, tu comprends toute la métaphore autour notamment du viol, autour du personnage de Karaba, l'épine dans le dos, évidemment. Bien sûr. Et moi, par exemple, il y a ce côté aussi que j'aime beaucoup dans Kirikou, c'est le rapport à la tradition. C'est-à-dire que, on va dire que historiquement, dans énormément de contes, la figure de l'ancien est indissociable de la figure du sage, tu vois. Et en fait, dans Kirikou, c'est pas le cas. Oui. Les anciens sont pas forcément des sages. Même au sein du village, il y a des gentils villageois, il y a des méchants villageois. Ah ben là, l'ancien dans le village, il fait que invectiver Kirikou, quoi. Exactement. Et comparé par exemple à son grand-père qui vit dans la montagne. Qui lui est le sage pour le coup. C'est ça. Mais ça, c'est intéressant, c'est qu'en fait, justement, Kirikou n'est qu'une seule et même variation autour du bien et du mal, mais, et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est une variation à double échelle. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le bien dans sa forme quasiment christique la plus pure et le mal, pareil, la figure incarnée du diable. C'est-à-dire que même au sein du bien, on a du mal, même au sein du mal, il y a du bien. Les fétiches, ils ont beau être des méchants, moi, quand j'étais gosse, ils me faisaient rire, les fétiches, tu vois. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et certains des villageois sont hyper méchants envers Kirikou. C'est-à-dire que, alors oui, il y a le bien et le mal, oui, il y a les gentils et les méchants, mais tout ça, c'est des figures comme ça qui viennent et qui s'inversent et qui évoluent, en fait. Et c'est ça, c'est que c'est une moralité, oui, mais qui est en constante évolution. Mais même comme dans la vraie vie, en fait. Oui, jusqu'à la fin où du coup Karaba devient gentil, quoi. Exactement. Et où là, c'est le retour devient gentil. Au début, ils l'acceptent pas, les villageois. Donc c'est vrai qu'il y a ce changement. On a constamment un changement de rapport de force en fait entre les personnages, chose qu'on retrouvera notamment dans Azur et Asmar. Carrément. Et du coup, Kirikou, quand il sort, ça va être un énorme carton. Il va recevoir énormément de prix au Festival international du film d'animation d'Annecy, notamment en 99. Il va recevoir un succès public et critique, pas seulement en France, mais partout dans le monde en fait. Et à partir de là, Michel Oslo, il va passer d'un quasi-anonymat à la reconnaissance publique. Et il va il va être constamment sollicité en fait. À partir de là, il va commencer notamment à adapter les courts-métrages qu'il a réalisés pour Cinéci, donc en les regroupant à nouveau pour sortir en salle un film qui s'appelle Prince et Princesse en 2000 du coup. Et puis pareil,
on va beaucoup lui proposer des suites de Kirikou, comme ça a cartonné. Et il va accepter en 2005 de réaliser une nouvelle aventure de Kirikou, donc qui est Kirikou et les bêtes sauvages, qui est un film qui se passe en parallèle du premier film. Et c'est pareil, c'est une succession de petites histoires en fait, contées par le sage dans la montagne, qui raconte du coup les quelques mésaventures qu'a vécu Kirikou avant de délivrer Karab. Il le dit lui-même, c'est un film pour ceux qui ont apprécié Kirikou et qui veulent prolonger le plaisir, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, du coup, pour ce Kirikou 2, Kirikou et les bêtes sauvages, il va s'associer à Bénédicte Gallup, qui a entre autres bossé sur le cultissime Triplet de Belleville de Sylvain Chomet. Mais au final, son vrai nouveau film, on va dire, ça sera l'année suivante, en 2006, et c'est le film dont on va parler aujourd'hui, donc à savoir Azur et Asmar. Et pour bien comprendre en fait d'où vient Azur et Asmar, il faut remonter donc quelques années en arrière, notamment en 2001, quand Michel Oslo est parti au Maghreb en voyage. Oui. Et donc il est parti donc en Algérie et il a notamment visité le musée du Bardo. Il est parti en Algérie et dans 3 autres. Il a visité 3 pays du Maghreb. Oui, bien sûr. Mais on ne sait pas vraiment lesquels, mais entre autres l'Algérie. C'est ça, exactement. Et entre autres l'Algérie, qui est vraiment sa source d'inspiration principale en fait pour Azur et Asmar. Et à ce moment-là, donc on est en 2001, on est entre Prince et Princesse et Kirikou 1, enfin, entre Kirikou 1 et Prince et Princesse. Et il commence déjà en fait à réfléchir sur son prochain vrai long métrage d'animation. Et il se dit qu'il veut mettre en scène le Maghreb. C'est ça, les pays arabes. Il veut concevoir en fait son nouveau film comme une célébration du Maghreb et de la civilisation islamique au Moyen-Âge. Et ça va notamment, c'est notamment en visitant du coup l'Algérie et d'autres pays du Maghreb qui va un petit peu réfléchir à ces décors, faire dessiner des esquisses dans un carnet pour les décors de son film. Comme tu l'as dit, visiter quelques musées, tout ça, pour vraiment avoir une idée claire de ce qu'il veut en tête. Mm-hmm. Et à partir de là, commence la production de Azur et Asmar. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Azur et Asmar, c'est un film qui est entièrement réalisé par ordinateur, donc en images de synthèse. Ce qui est intéressant, c'est que Oslo, dans ce film, il mêle dans sa composition des personnages des aplats de couleurs pour les vêtements et des volumes 3D pour les parties du corps visibles, donc les visages, les mains, les pieds, tout ça. Et ce parti pris, ça fait que le film, aujourd'hui, il est pas réaliste, entre guillemets, mais c'est pas vraiment, en fait, l'effet recherché. Pour Oslo, ça ajoute vraiment un côté un petit peu féerique à l'ensemble, quoi. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Et surtout que, en fait, encore une fois, l'image de synthèse à l'époque avait à peine 10 ans, parce qu'on est donc 10 ans après le premier Toy Story, qui a vraiment imposé véritablement l'image de synthèse dans les longs métrages d'animation. C'était une vraie révolution pour le coup. coup. Et donc là, en fait, on est à peine 10 ans après, ce qui fait qu'on a une vraie évolution déjà, mais justement, l'image de synthèse en a encore assez balbutiement. Cependant, là où Michel Oslo est intéressé par cette technique, c'est que déjà, il va pouvoir expérimenter par rapport à son propre style, donc par rapport au papier découpé, par rapport aux ombres chinoises, donc déjà vues auparavant, mais surtout que en fait, l'image de synthèse, elle offre des possibilités graphiques quasiment infinies, quoi. À partir du moment, en fait, on peut plus ou moins tout créer en image de synthèse, que ce soit les effets de texture, les effets de profondeur, les reflets, le reflet des ombres, des cheveux, des poils, tout ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel Michel Oslo va s'amuser. Là, en l'occurrence, il va vraiment utiliser l'image de synthèse pour composer en fait des tableaux qui sont littéralement en vrai des tableaux en fait, parce que tous les décors qu'on voit en fond, c'est pas de la 3D en fait, c'est des aplats et ce qui donne en fait ce niveau de détail, notamment parce que forcément comme il représente la société islamique du Moyen-Âge, il y a énormément de détails, notamment au niveau des mosaïques, au niveau des mosquées, tous ces petits détails-là qui participent grandement en fait, à l'immersion et à l'historicité du film. Mmh. Déjà oui, parce que, donc, comme tu dis, historicité de 1, parce que donc, Michel Oslo, par exemple, pour construire les costumes des fans du film, donc du coup c'est des tenues berbères. Et par exemple, la coiffe de la fée des djinns, elle s'inspire d'une coiffure conservée au musée du Bardo. C'est vraiment, il a mis un point d'honneur à retranscrire vraiment fidèlement les costumes, l'ambiance, les décors du coup de l'Algérie du Moyen-Âge.
Et pas seulement les décors et les costumes, mais aussi la langue, respecter l'authenticité de la langue arabe. Et pour ça, il va faire appel à un traducteur, donc Yam Abbas. Je sais pas C'est si je le dis l'actrice bien. dont je parlais tout à l'heure qui joue la. Ah, c'est elle. Ok. C'est elle. C'est elle. Je t'avais pas écouté. T'inquiète. Oui. Donc, qui va du coup traduire les dialogues et assurer le doublage de l'ensemble des dialogues de son personnage à elle et de tous les personnages arabes du film. Et Oslo, pour le coup, va prendre le parti pris de ne jamais sous-titrer en fait les dialogues en arabe. Mm. On y reviendra après plus en Ouais. détail de pourquoi il a fait Parce que, ce choix en fait. parce que c'est un vrai outil esthétique. Ouais, carrément. Mm. Et du coup, en fait, le film, après, à la base, il est élaboré donc en bande dessinée storyboardée, et c'est seulement après que est mis en place, en fait, l'animation, avec, moi, j'ai compté, genre, apparemment, il y a 1300 plans dans le film, tous chacun référés dans un dossier avec l'image, la position des personnages et tout ça. Enfin, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est assez technique, mais si vous vous intéressez vraiment à l'animation, c'est assez intéressant de voir comment Michel Oslo et son équipe d'animation ont travaillé sur Azur et Asmar. Mhm. Mais du coup, là, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, de quoi ça parle réellement Azur et Asmar. Et avant ça, Adam, je vais te laisser faire un rapide petit synopsis du film. Azur et Asmar raconte l'histoire d'Azur, fils d'un seigneur, et d'Asmar, fils d'une nourrice, qui grandissent comme des frères. Séparés en grandissant, ils se retrouvent des années plus tard et partent à la recherche de la fée des djinns. D'abord rivaux, ils apprennent finalement à s'entraider et à dépasser leurs différences. Et comme d'habitude, très bon résumé. C'est toi qui l'as fait. En fait, comme dans tous les films de Michel Oslo, la structure narrative de Azur et Asmar, elle est finalement assez traditionnelle en apparence, dans la droite lignée de la passion qu'a Michel Oslo pour les contes et pour ses codes un petit peu universels. C'est un film où on a une quête aux accents un peu magiques, une structure classique avec la séparation, les épreuves, la réussite, des personnages qui globalement sont assez quand même archétypaux, même si souvent assez nuancés, on y reviendra, et une morale qui est au premiers abords apparente, quoi. Enfin, le courage, la persévérance, le triomphe du bien, tout ça c'est la structure classique du film, mais autour de laquelle Michel Oslo va broder plein de petites thématiques pour ne pas en faire qu'un simple film d'animation pour enfants classique, quoi. C'est ça. En fait, très très tôt dans le film, dès que le film commence, nous en tant que spectateurs, et surtout nous en tant que spectateurs, on va dire un peu attentifs en fait à toutes ces choses-là, on voit directement que le film essaye de brasser beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. Notamment, par exemple, au début du film, il y a cette scène en fait hyper intéressante où c'est quand Azur donc arrive, j'ai envie de dire en Algérie, mais du coup on sait pas vraiment si c'est en Algérie, bref, quand il arrive de l'autre côté de la mer, les habitants donc se rendent compte qu'il a les yeux bleus, Ouais. et donc associent les yeux bleus au démon, au diable, ou à la négativité. Et donc à partir de ce moment-là, Azur est obligé de garder les yeux fermés pendant une vingtaine de minutes dans le film, pour éviter, grosso modo, de se faire tuer, quoi. Déjà, il y a vraiment ce côté intéressant. C'est-à-dire que Azur, lui, quand il arrive sur un continent qui est moche. C'est-à-dire que il arrive dans la partie, t'es sur la plage, où il n'y a rien, où c'est désert, où il y a des carcasses d'animaux, et directement il se fait agresser à cause de ses yeux bleus. Et c'est-à-dire que pendant une grosse partie, nous en tant que spectateurs, qui avons donc les yeux ouverts, et qui voyons ce qui se passe autour de Azur, on voit véritablement la beauté du pays de l'autre côté de la Méditerranée se dérouler devant nos yeux. Sauf que Azur, ça, il ne le voit pas en fait à ce moment-là. Azur, de par le fait qu'il ait choisi instinctivement de fermer les yeux pour se protéger, et donc pour se protéger de ne pas observer le monde qui l'entoure, en fait, il n'en voit même pas la beauté. C'est quelque chose qui arrive dès le début du film, et moi, ça, je trouve ça hyper passionnant. C'est-à-dire que, ici, Oslo va utiliser un outil scénaristique, purement scénaristique, pour nous faire passer que les images ne peuvent pas exister si on ne les observe pas. Ce qui est pour moi le grand thème du film. C'est ça, c'est cette thèse de les images ne sont que présence, et cette présence ne peut pas exister même si le spectateur décide de recevoir une espèce de forme sensible
plutôt que d'observer ce monde réel et ses images. Et il n'y a pas que le regard, pour le coup, parce que ce qui distingue notamment Azur de Krapou, qui est lui aussi un personnage qui était un peu à la place de Azur auparavant, c'est-à-dire un personnage qui découvre ce monde, mais qui n'en voit pas en fait la beauté. Et puis il y avait aussi tout ce truc autour de Krapou, parce que lui aussi a les yeux bleus, et on le découvre seulement à la fin du film, quand il enlève ses lunettes. Mais en fait, ce qui va le distinguer de Krapou, c'est sa capacité à prêter attention aux choses, même au début lorsqu'il ferme les yeux et il ressent en fait les choses qu'il y a autour de lui. Et c'est d'ailleurs ça en fait qui lui permettra notamment de faire avancer sa quête, quoi, d'obtenir les clés pour accéder à la fée des djinns en fait. Ouais. Et en fait, il va vraiment déceler les parts de vérité l'entourant. Il y a cette scène que je trouve très intéressante, la scène où ils arrivent dans le marché avec Krapou. Et là, il a toujours les yeux fermés, Azur. Et en fait, ce qu'il ressent autour de lui, c'est les odeurs. C'est un truc tout con, mais Oslo, il utilise vraiment en fait ce truc de... Il laisse jamais ses personnages animés sans aucune sensation. On a le toucher, l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat. En fait, le cinéaste, il articule son histoire autour des 5 sens et il place ses personnages dans un monde qui est totalement à découvrir en fait pour eux et qui est à découvrir aussi pour nous spectateurs à travers du coup le film qu'on est en train de regarder. C'est ça, c'est que très souvent et même en très énorme majorité au cinéma, on voit pour agir. L'action passe par la vue parce que le cinéma est un art visuel. Sauf que ici, Azur et donc Oslo va venir complètement casser ce lien entre vue et action. Le fait sa cécité volontaire, c'est-à-dire le fait qu'il décide lui-même de se rendre aveugle, donc que Oslo décide de rendre son personnage aussi aveugle, ça entraîne indéniablement une sorte de désapprentissage de cette perception. Et donc, par extension, Azur, et donc Oslo, refusent le regard occidental. C'est-à-dire ce regard occidental qui, sur ce pays du Maghreb, va venir classer, juger et surtout rejeter. En fait, par le fait qu'il devienne aveugle, ce regard par lequel il a été conditionné, par les contes de sa nourrice, par lui-même, du coup, sa condition de noble au Moyen-Âge, en fait, va venir complètement casser ça. C'est-à-dire que, sachant donc que sa première vision en arrivant sur le continent est une vision négative, cette cécité volontaire permet donc de désapprendre et de remettre à zéro les rapports que lui-même, donc l'aveugle, entretient par rapport au monde. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, Azur, et donc le spectateur aussi, est obligé d'accéder à une autre forme de perception. Le Azur n'est plus dans l'action, il est dans la pure intuition du monde qui l'entoure. C'est-à-dire que il y a cette scène, par exemple, où, comme tu l'as dit, quand il arrive et il marche dans le marché, il va entendre des bruits, il va entendre des sons, il va entendre des odeurs, il va sentir des odeurs. Et donc là, le personnage de Krapou lui dit ils n'ont même pas de cassoulet, ils n'ont même pas de cymbales. Tu vois, il est systématiquement, du coup, dans cette comparaison par rapport, lui, à son monde occidental et de ce monde de l'inconnu qu'il ne connaît pas. Ouais, c'est intéressant, en fait, de voir que Krapou, il a les yeux ouverts, il voit, mais en fait, au final, il n'a jamais vraiment ouvert les yeux, quoi, par rapport au monde qui l'entoure, quoi. C'est ça, c'est que même si lui voit ce qui se passe autour, en fait, il ne voit pas. Il ne voit pas parce qu'il a lui-même, du coup, choisi, non pas de se rendre aveugle au sens propre comme Azur, mais il est aveugle. Il est aveugle parce qu'il ne voit pas la beauté du monde. Il ne voit pas la beauté du monde que le spectateur voit à ce moment-là. Lui, il a plutôt choisi de cacher ses yeux bleus, en fait, sous ses lunettes, et de cacher, en fait, ce qu'il est réellement aux yeux des gens qui sont dans ce pays, donc des gens qui l'entourent, qui, eux, le jugent aussi, lui, à cause de tout un aspect spirituel, en fait. Exactement. Et en fait, ce qui se passe dans cette scène, qui est pour moi la matrice même du film, c'est-à-dire que la vision, d'accord, égale à l'action. Donc la vision entraîne une action parce qu'on est au cinéma. Et que Krapou n'est plus dans l'action. Mais il est toujours dans la vision. C'est-à-dire que là, en fait, il a accédé à un autre régime d'image, qui est le régime du fait de voir sans faire. Et donc le fait de voir sans faire, alors on est toujours dans une espèce d'intuition, d'une pulsion naturelle quasiment animale de l'homme,
mais ce qui me permet en fait de ne pas comprendre les mécanismes qui entourent ce monde. Et c'est là, pour moi, ce qui fait de Azur et Asmar un grand film, c'est qu'en fait, Oslo, à ce moment-là, il nous dit que le fait de voir et donc d'agir, c'est toujours le produit d'un apprentissage social. Et on peut ou non le décider de le défaire. On peut le décider. Et sauf que souvent, du coup, cette décision de défaire son apprentissage social, ça apparaît souvent par les contraintes, ça apparaît par les affects. Et c'est ça, tu vois, c'est que Azur arrive à se défaire de cet enrobage social qu'il a, donc à savoir que mon pays est mieux, le tien est moins bien, en passant par le fait d'être aveugle. Et donc du coup, le fait qu'il soit aveugle, alors il n'arrive plus à agir, alors il n'arrive plus à, par quoi ça se matérialise, à avancer et à... il se prend les pieds dans le tapis quand il marche, tu vois. Ça passe par tout ça. Et c'est là où c'est passionnant. Et par rapport à ce que tu viens de dire, il y a notamment une citation que je trouve assez intéressante de Michel Oslo qui revient à l'enfance qu'il a eue quand il est revenu en France après son séjour en Guinée. Il dit « Crapoud représente celui qui se tient mal à l'étranger et qui ne sera jamais heureux. Son attitude est imbécile, tout comme celle d'Azur lorsqu'il décide de devenir aveugle, car il est alors incapable de découvrir les beautés du Maghreb et de se lier avec les autres. J'ai fait preuve de la même bêtise lorsque j'avais 15 ans. Après une enfance passée à Conakry, une petite ville bienveillante, dans une sympathique école communale, je me suis retrouvé à Angers, une grande ville sous un ciel gris, dans un immense lycée dont je ne connaissais pas les codes. J'ai tout rejeté systématiquement pendant 10 ans, au lieu d'être heureux. Asmar, quant à lui, rejette les autres en bloc, prêt à punir des innocents parce que d'autres lui ont fait du mal. Ce n'est pas mieux. » Ouais. Parce que au final, c'est assez évident quand on voit le film, et même quand on voit tout le cinéma de Oslo, c'est un cinéma qui est tourné vers la dénonciation de l'intolérance sous toutes ses formes. Là, en l'occurrence, ici, c'est la difficulté d'être immigré, en gros. Un des procédés les plus marquants, c'est que moi, je trouve que le cinéma de Michel Oslo, c'est souvent un cinéma du point de vue. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais là, par exemple, au début du récit, Azur, il appartient à un milieu privilégié. Il est riche, il est éduqué, il évolue dans un environnement où il est dominant. Et à l'inverse, Asmar, il est relégué à une position inférieure en raison de ses origines. Et par la suite, quand Azur va arriver dans le pays de Asmar, la situation elle va totalement s'inverser. Il va devenir à son tour étranger, il va pas comprendre la langue, ne pas connaître les codes sociaux et se retrouver lui-même marginalisé. Et en fait, je trouve que cette inversion elle est vraiment essentielle car elle oblige, on l'a dit, Azur à adopter un nouveau point de vue, mais aussi au spectateur à adopter un nouveau point de vue par rapport au monde qui est en train de découvrir Azur. C'est pour ça que je dis que le cinéma d'Oslo, c'est un cinéma qui est très centré en fait sur le point de vue de ces personnages. Tu sais, on parlait de Kirikou tout à l'heure, il y a le point de vue de Kirikou, il y a le point de vue des habitants du village, le point de vue de Karaba. Et ce qui est intéressant, c'est que Oslo, il va toujours pousser son spectateur à venir rechercher le point de vue des différents personnages pour en comprendre toutes les subtilités. Chose que c'est pas toujours le cas en fait dans les films pour enfants et dans les films d'animation ils vont toujours privilégier un point de vue assez sommaire en fait. C'est le personnage principal et c'est tout. Et ça, pour le coup, c'est pas très intéressant d'un point de vue analytique, en fait. Ouais, tout à fait. Et tu vois, moi, il y a quelque chose là qui me marque aussi. C'est donc, on l'a dit, c'est un film qui est à l'horizontale. C'est-à-dire que tous les personnages sont de profil. Et le film est une sorte de trajet de gauche à droite. Tu vois, on commence en vrai à la gauche et on finit petit à petit à droite, tu vois. Il y a vraiment ce côté où en fait le voyage de Azur, il se dirige systématiquement vers la droite de l'écran, donc vers le futur, parce qu'encore une fois c'est un film européen et donc le langage de lecture européen c'est de lire de gauche à droite, quoi. Très bien, c'est intéressant. En tant que spectateur européen, occidental et en l'occurrence français, voilà. De par le fait qu'on assiste en grande majorité au voyage de Azur, donc de la gauche vers la droite, alors moi en tant que spectateur, je suis beaucoup plus attaché à Azur, surtout qu'on commence le film, on est dans la France du Moyen-Âge du XVe siècle, et petit à petit on arrive au Maghreb, et on finit dans un monde complètement fantastique, magique. Et en plus, on revoit Asmar assez tard finalement dans le film. Mais du coup, on est du point de vue de Azur. Oui, on est du point de vue de Azur, exactement. Mais c'est intéressant de choisir le point de vue central, le point de vue de Azur en fait. C'est ça.
Et c'est là aussi, on va toucher à l'esthétique, c'est que donc on est du point de vue de Azur purement visuellement, c'est-à-dire qu'on est toujours avec lui scénaristiquement et aussi visuellement, parce qu'on avance avec lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, et aussi par rapport au son. Parce qu'on l'a dit, l'arabe dans le film n'est pas traduit. Donc tant bien même il y a un énorme effort de reconstitution sonore et vocale qui a été fait pour le film, c'est pas traduit. Donc à moins de parler arabe, ce qui n'est pas notre cas, on n'a aucun moyen, enfin on peut comprendre certaines choses, mais on comprend pas concrètement quand les personnages parlent arabe. C'est pas doublé, c'est pas sous-titré. C'est pas doublé, c'est pas sous-titré. Là, les seuls moments où on comprend, c'est dans la gestuelle en fait qu'on comprend vite fait les choses. Oui, c'est ça. Mais du coup, même par rapport à l'accent, c'est pas de l'arabe simplifié pour un peu. Non, c'est du vrai arabe parlé localement, si je peux dire ça. Et oui, c'est-à-dire que là, donc le spectateur, tout comme Azur, pour ça que je dis qu'on est de son point de vue, doit apprendre à dompter ce monde, doit apprendre à dompter ce film. Et c'est-à-dire qu'il doit désapprendre tous les clichés qu'il a eus pour ensuite mieux réapprendre à observer le film et donc à observer le monde. Et là, du coup, en fait, c'est la langue devient un symbole qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire c'est le symbole de tout ce qui peut séparer les individus, mais aussi de ce qui peut être appris et compris avec le temps. Le film montre l'incompréhension initiale qui n'est pas une barrière définitive pour Azur, mais une étape vers la découverte de l'autre. Et par rapport à ça, Michel Oslo lui-même, il dit « La civilisation islamique du Moyen-Âge est passée par la langue arabe, et cela m'importe de faire entendre cette langue. Un des problèmes de l'immigré aussi est de ne pas comprendre ni de se faire comprendre. Donc si on ne comprend pas l'arabe, ça me va très bien. La mécanique dramatique est organisée de cette manière. C'est là où je reviens à la réaction des enfants. Les spectateurs en France ou ailleurs me demandent avec un brin d'agacement « Vous n'avez pas sous-titré l'arabe ?» Les enfants ne posent jamais la question. Parce qu'ils comprennent que la vie est comme ça. Ils acceptent totalement cela. Ils suivent parfaitement l'histoire. Ils ont compris que, dans la réalité, il n'y a pas de sous-titres, qu'il faut se débrouiller, c'est normal. C'est ça. Et surtout qu'encore une fois, la langue ici, à ce moment-là, donc pour Azur, mais aussi, encore une fois, un peu pour le spectateur, le sens, donc le sens de la compréhension, vient pas du mot traduit. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme tu l'as dit, si jamais on traduisait avec des sous-titres ou avec un autre doublage tout ce qui est parlé en arabe dans le film, on comprendrait pas forcément mieux le film. C'est pareil, tu vois. Maintenant, le sens vient de la mémoire. C'est-à-dire de la mémoire qui a entre autres été portée par les gestes et par notamment la voix, notamment du coup la place du chant, par la nourrice du début du film. Mais la place du chant, qui est genre, le chant, c'est quelque chose de très important pour Oslo, même dans tous ses autres films. Il y a beaucoup de chants dans les films de Michel Oslo. Mais tu vois là, le film commence par une berceuse. Par une berceuse, ouais. Exactement, et c'est cette berceuse qu'on va entendre petit à petit. Et du coup, le spectateur reconnaît, et c'est ça en fait, c'est que quelle que soit la langue, le spectateur reconnaît le son, reconnaît le geste. Ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait l'image refuse l'illusion réaliste, à savoir les phrases, les mots, quelque chose de mathématique, tu vois. Le film refuse ça pour nous confronter à une sorte d'actérité qui est brute. Mais du coup, c'est cette actérité justement qui va créer la beauté en fait. C'est le fait, ce qui rend dans le film, mais aussi comme dans la vraie vie, mais là encore une fois on parle du film, la beauté de la langue arabe, ou la beauté d'une culture en général, c'est le fait qu'elle se distingue des autres cultures, tu vois. Et ce qui rend intriguant et ce qui rend magnifique dans ce film l'arabe, c'est le fait qu'on ait passé 20 minutes au début du film à parler français, tu vois. Et qu'en fait, tout de suite, il y a une inversion des rapports, c'est-à-dire que durant les 20 premières minutes du film, c'est 20% d'arabe, 80% de français, et qu'ensuite, sur tout le reste du film, c'est 20% de français et 80% d'arabe. Et donc là, on assiste en fait à une espèce d'inversion qui permet de en fait comprendre que on s'en fout de comprendre ou pas. Ce qui compte, c'est sensiblement, c'est en termes d'image, quelle est la mémoire que le film nous reste. Et du coup, qu'est-ce qui sensiblement crée le film, tu vois, crée le film, et qu'est-ce qui du coup sensiblement crée l'implication qu'a le spectateur dans le film. Et vas-y, après je te laisse parler. C'est ça en fait, c'est que le chant du coup de la nourrice crée une image et va venir imprégner une image dans les oreilles et dans la tête du spectateur. Ensuite, à partir du moment où Azur arrive,
il doit sortir du regard dominant, mais comme nous, en tant que spectateurs, on doit sortir du regard dominant, et on le fait en étant aveugle. Et ensuite, à partir du moment où le film arrive complètement à parler arabe, et qu'on passe complètement du coup d'un régime d'image à un autre, alors le spectateur doit apprendre à se transformer. Mais ça, du coup, c'est un point de vue d'adulte. Et du coup, un adulte doit apprendre justement à se détransformer. Il doit désapprendre pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, pour mieux réapprendre. Pour aussi. mieux réapprendre, exactement, pour mieux évoluer. Ouais. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que le film de Michel Oslo peut parler autant à des adultes qu'à des enfants. C'est qu'en fait, de par son esthétique même, de par sa forme même, il force le spectateur adulte, qui est bête. C'est bête, un adulte. Il doit Mais c'est forcer plus le bête qu'un spectateur. enfant. Hein C'est plus bête qu'un enfant, Mais selon grave. les dires de Michel Oslo. Et Exactement. il a pas vraiment tort, en fait. Mais il a carrément raison. C'est que voilà, c'est qu'un enfant. Et je sais que parce que moi je l'ai vécu. Quand moi j'ai vu le film en étant enfant, que c'est un film que j'ai énormément vu, je me pose pas la question de Oui. s'il parle arabe ou pas. Mais en vrai, je m'en fous. Parce que je comprends tout ce qui se passe. Et que là, quand je revois le film, quand je suis au cinéma, je suis obligé, de moi, de ma tête de spectateur quasiment adulte, un petit peu débile, de désapprendre le fait qu'en fait on s'en fout que ça parle arabe. Parce qu'il compte, c'est que qu'est-ce que le film fait matériellement, sensiblement, esthétiquement. Attends. Et c'est en ça que le film porte un message assez humaniste et universel. C'est notamment, pour en revenir à la nourrice, du coup, Jenan, elle s'appelle dans le film. Je crois que c'est jamais dit, mais enfin bref. En fait, Michel Oslo, il associe souvent des traits de caractère à chacun de ses personnages. Là, en l'occurrence, si on devait associer un trait de caractère à la figure, du coup, à la nourrice, ça serait la figure de l'égalité. On le voit dès le début du film, elle élève les deux enfants, son fils et l'enfant dont elle est la nourrice, donc Asmar, sans distinction d'affection, sans marque de préférence, et elle attend d'eux en fait qu'ils agissent avec les mêmes convictions et le même respect de l'un envers l'autre. Et c'est notamment, moi il y a une phrase notamment qui est, je pense, le plus beau message de tolérance que porte le film. Elle dit « Vous connaissez de près ou de loin 2 pays, 2 langues, 2 religions, vous en savez 2 fois plus que les autres. » Pour moi, c'est le plus beau message du film. C'est la plus belle ligne de dialogue du film et même de tout le cinéma de Michel Oslo. Ça résume, je trouve, assez parfaitement le cinéma de Oslo. Et ça, c'est notamment cet aspect cette figure de l'égalité, elle est représentée aussi à travers la mise en scène, notamment par tous ces effets de symétrie. Oslo, c'est quelqu'un qui a souvent utilisé la symétrie dans ses films, et là, en l'occurrence, elle est autant présente dans le contenu narratif que dans le traitement des images, parce que pour Michel Oslo, ça garantit un peu l'équilibre et l'harmonie, et une composante du monde dans son organisation. C'est une sorte de répétition du motif. Il y a souvent ça dans les films de Oslo aussi, la répétition du motif. Et là, en l'occurrence, cette répétition, elle se fait à travers du coup la symétrie constante entre Azur et Asmar. Et ce, dès le début du film. Au début du film, on les voit, ils sont à genoux pas à genoux, mais sur les genoux de la nourrice, à la même hauteur. Ils sont couchés à même distance. Il y a toujours ce truc très... l'image est toujours fractionnée de manière égalitaire. Et ça, on peut penser que c'est juste un outil purement esthétique, mais ça renforce... C'est un outil esthétique. C'est un outil esthétique, mais ça renforce aussi le trait de caractère de la nourrice elle-même qui veut les mettre sur le même pied d'égalité. Oui, ce que tu voulais dire, c'est que c'était pas uniquement un outil visuel. Oui. Mais c'est ça. Et c'est qu'en fait, Michel Oslo, ça pourrait être du cinéma décolonial. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est que c'est un cinéma qui fait vivre à la fois dans son... En fait, il fait vivre à la fois 2 pays, 2 langues, 2 origines, tu vois. Et c'est-à-dire que c'est pas du tout un cinéma de l'effacement. C'est-à-dire, comparé à énormément de films qui ont pour objectif de représenter, je mets des guillemets à ce moment-là, une culture ou un pays ou une partie du continent, mais qui le font en fait en adaptant ces codes au cinéma dominant, au cinéma hégémonique. J'ai bon nombre d'exemples en tête, évidemment, je veux dire, toutes ces histoires qui ont repris l'animation japonaise, mais avec des codes américains, ou tu vois, ou tous ces films où justement, qui se passent dans une certaine partie du monde, mais avec des codes et des régimes d'image purement occidentaux, bref, qui ont même pas ce réflexe en fait de respecter, occidental. et qui ont même pas ce réflexe de respecter juste la langue quoi de base.
la beauté, je trouve, de Azur et Asmar, c'est qu'en fait, c'est un film qui te dit que, pour vraiment simplifier les choses, de manière peut-être un peu bête, hein, ces deux cultures peuvent non pas coexister, parce qu'elles n'existent pas sur le même, sur la même, comment dire, sur le même aplat, tu vois. Elles n'existent pas en même temps, c'est pas vrai. Chacun existe, mais chacun existe à sa manière. Et c'est ça où c'est un cinéma qui est décolonial. C'est que c'est un cinéma qui va donc mettre en opposition la France, le monde occidental, le monde blanc, avec ce monde, avec du coup le monde maghrébin, oriental. C'est un cinéma du coup qui va mettre en opposition, mais pas en opposition pour créer une sorte de conflit. Oui, il prend jamais parti en fait. C'est ça, parce que ça... Ouais. Il critique tout autant le monde occidental que le monde oriental, parce que le monde oriental... Pour moi, il critique ni l'un ni l'autre. Non mais critique, je disais ça, oui, mais dans il le montre sens... autant... oui, ouais. mais genre le monde oriental est aussi montré avec des coutumes et des traditions très ancrées dans la société. La religion, par exemple, elle est un peu... Elle est toujours sous-jacente dans les films de Michel Oslo, mais elle est toujours assez présente. Genre là, j'ai une image qui me vient en tête dans Azur et Asmar, c'est l'image à la fin du film, quand ils vont vers la fée des djinns et qu'ils traversent des ruines, et qu'on a une ruine avec une figure religieuse, avec Dieu, quoi, littéralement. Allah, du coup. Oui, Allah. Et tu vois, c'est toujours sous-jacent, mais c'est toujours présent, la religion. Et là, elle est présente notamment à travers le fait que tous les Arabes dans le film ont peur de Azur parce qu'il a les yeux bleus, comme on l'a dit précédemment. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Et... Comment dire ? Par exemple, la religion dans le film existe. Et le fait du coup de représenter la religion et donc de représenter les pays maghrébins au cinéma, ce n'est pas faire en sorte de lisser en fait cette culture. C'est de faire en sorte de représenter cette culture telle qu'elle est vraiment. Et que, de par le fait que justement, ici, Michel Oslo dans Azur et Asmar représente la culture arabe d'une manière aussi frontale, en fait, c'est quelque chose qui a rarement été fait dans le cinéma occidental, d'une manière aussi frontale, d'une manière aussi brute, et c'est positif, d'une manière aussi claire et précise, tu vois, ça permet en fait de filmer, je dis filmer parce que dans tous les cas ça reste du cinéma, de filmer cette culture comme rarement on l'a vu en fait. Encore une fois dans le cinéma occidental, notamment dans le cinéma français. Et en prenant un petit peu, genre, j'ai envie de dire, en prenant de la hauteur par rapport à tout ça, en voyant un petit peu ça de manière assez générale. C'est-à-dire un peu à l'image de ce que font Azur et la princesse Shamsou Saba au moment où elle s'évade, et ils montent dans un arbre et ils observent la ville un petit peu au loin, en prenant un petit peu de la hauteur, et pour la princesse c'est un peu une sorte de libération, quoi, de voir ce monde qui l'entoure, mais qu'elle voyait pas vraiment parce qu'elle était enfermée dans son château, prendre de la hauteur par rapport à tout ça et voir le monde de manière générale, la beauté du monde. Et la beauté de cette civilisation, en l'occurrence. Ouais, je suis d'accord, mais... En même temps, je trouve que... Oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est vrai que le film pourrait risquer de tomber dans cette observation, quasiment observation de zoo. Pour dire les choses un peu crûment. Oui, dans le sens où le film n'observe pas cette civilisation de manière généraliste. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Mais voilà, c'est qu'en fait, il se place du coup dans une observation, mais tout en se plaçant lui-même dans cette observation. C'est-à-dire que le film, et donc Michel Oslo, n'est jamais dans une position de savant, à savoir, moi, Michel Oslo, j'observe le monde arabe pour en faire mon film. Moi qui ne suis même pas arabe. Non mais oui, exactement. Il pourrait être dans ce rapport-là, en fait, aux images. Et ce qui serait un rapport, mettons le pied dans le plat, un rapport purement colon, un rapport purement de dominant, en fait. Il pourrait être là-dedans. Or, il ne l'est jamais. Et c'est là où c'est passionnant. C'est qu'en fait, alors oui, il observe. Très bien, mais c'est normal d'observer. Mais il observe, en fait, d'une manière vraiment ouverte, d'une manière vraiment... pas neutre, c'est pas vrai. Mais... En prenant du sans recul. Jugement. Pas forcément neutre, mais sans jugement. Tu vois ? Et c'est là où, justement, c'est super intéressant. C'est que...
Ouais, il est jamais en fait dans cette observation bête de oh là là, c'est pas la même culture que chez nous. Ce qui serait une évidence absolue, et faire un film là-dessus, ça serait pas très intéressant. La preuve, il y en a eu plein, et voilà. Ici, Oslo est vraiment dans ce rapport au monde arabe, purement de fascination, en fait. Purement de fascination, purement de cinéma, et qui est dans un rapport hyper respectueux, en fait. Mais toujours, tu sais, sans se placer, enfin, sans vouloir assimiler la culture arabe. Ouais. C'est jamais, hey, regarde, qu'est-ce qui danse bien, j'ai trop envie de faire pareil. Ce qui serait, encore une fois, quelque chose, une position hyper bourgeoise, hyper malsaine, en fait, Bah, sur le monde. rien que le fait que dans le film, il montre des choses un petit peu des choses du quotidien, des choses simples, quoi, des choses qui sont pas forcément très, qui sont pas, on n'est pas dans le cliché, quoi. T'as Tu quoi vois. en tête, par exemple? Bah, juste la scène du marché pour y revenir, parce que je pense que c'est la scène qui résume le mieux ce que tu viens de dire. Cette scène où il se balade dans le marché, on voit tous ces vendeurs. On pourrait penser aux premiers abords qu'on est peut-être un petit peu dans le cliché, mais au final, on ne l'est pas vraiment, parce qu'on est genre juste dans la vie quotidienne d'une petite ville du Maghreb, quoi. Ouais, exactement, exactement. Et justement, c'est que si jamais on était dans un cliché, bah Oslo se placerait lui-même en haut de tout ça en tant qu'observateur un peu dédaigneux. Mm. Sauf qu'on n'est jamais dans le cliché. La preuve, tout a été parfaitement reconstruit à la perfection. Tu vois? Ouais. C'est pour ça qu'il s'est entouré de plein de gens dans son équipe technique qui étaient qui étaient arabes. Bien sûr. Enfin, Mais parce que... Mais, de plein d'experts. mais parce que Oslo est intéressé par ce qu'il filme. Et parce que Oslo est modeste. Et ce qui est aussi, je pense, une vraie grande qualité pour être réalisateur. Faut être modeste. Il faut être modeste, et Oslo se place souvent en tant que simple observateur, en tant que simple consultant. C'est-à-dire qu'il a conscience de ne pas savoir grand-chose, en fait. Et qu'il utilise aussi ses films pour pouvoir mieux se comprendre lui-même, pour pouvoir mieux comprendre le monde qui l'entoure. Et ouais, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne prétend pas avoir une vérité absolue sur ce qu'il montre, en fait. Et je pense que c'est important pour un réalisateur. D'ailleurs, quand on l'entend en interview, Michel Oslo, il est très souvent quasiment simplet, en fait, sur son cinéma. Ah oui, il est très... Mais ce qui est... Mais, c'est encore une fois une très très grande qualité d'un très très grand réal. D'un très très grand réalisateur qui se destine avant tout aux enfants. Parce que là, tout ce qu'on vient de dire, c'est le film est d'une richesse infinie en termes de messages, les messages qu'il véhicule, mais il faut pas oublier que ça reste du coup un film pour enfants, ce qui en fait un film d'autant plus intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est si seulement tous les films d'animation pouvaient ressembler à ça. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un film pour enfants? Je pense qu'on se dirige petit à petit vers une conclusion, mais qu'est-ce que tu entends par film pour enfants? Un film avec des messages... Un film qui véhicule des messages, mais de manière pas très subtile. Très simple. Pour moi, c'est... Mais du coup, pourtant, Azur et Asmar est très subtil. Mais pas, si on rentre dans le détail, pas vraiment. Non. Ce que je veux dire, c'est que, genre, justement, un film pour enfants véhiculerait ces messages, mais de manière beaucoup moins subtile. Azur et Asmar les véhiculent de manière beaucoup plus subtile. Mais du coup, Azur et Asmar est un film pour enfants ou pas? Bah, du coup, dans ce sens-là, non. Oui, mais du coup, ça répond pas à ma question. Qu'est-ce que t'entends par film pour enfants? Bah, c'est ce que je viens de dire. Ouais, mais je trouve que c'est un peu incomplet, tu vois, parce que à ce moment-là, il y a énormément de films qui ne seraient pas catégorisés films pour enfants. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait de... J'en sais rien, de bon nombre de films d'horreur, qu'on aime bien, tous les deux, évidemment, qui te balancent tous leurs thèmes en plein dans la figure, tu vois. Genre, là du coup, il y a 2 jours, j'ai vu Le Sifflet, film d'horreur qui est sorti récemment. C'est un film qui te balance tout en plein visage, tu vois. Et pourtant, c'est pas un film pour enfants. La preuve, il est interdit moins de 16 ans. Tu vois? Du coup, qu'est-ce qui véritablement... J'ai pas forcément la réponse, hein, mais du coup, qu'est-ce qui ferait de Azur et Asmar un film pour enfants? Non, mais en vrai, t'as raison, je peux pas contrer ça. Ouais. Mais... C'est pour ça que... Moi, mon point de vue un peu sur la chose, c'est que cette appellation film pour enfants, en fait, n'a pas lieu d'être. La preuve... Enfin...
est-ce que... Parce que, tu vois, film pour enfants, ça voudrait dire qu'un film pour adultes existe. Tu vois. Un film pour enfants, ça voudrait dire un film qui serait systématiquement et quasiment exclusivement compris pour les enfants. Mais du coup, ça serait aussi hyper réducteur. C'est-à-dire réducteur dans le sens où un film pour enfants, donc fait par des adultes, par définition, parce que c'est quand même rare que les films d'animation soient faits pour les enfants, enfin par des enfants, à des rares exceptions. Hein. Du coup, ça voudrait dire que un adulte s'adresserait pour un enfant. Or, on sait qu'un adulte est donc un auteur, et donc tous les auteurs du monde parlent entre autres d'eux-mêmes. Ils parlent d'eux-mêmes, tu vois. Michel Oslo parle de son propre rapport au monde. Il s'adresse aussi pour les enfants. C'est aussi un film pour les enfants. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est que voilà, c'est que Michel Oslo parle de son propre rapport justement au Maghreb et à l'Afrique du Nord. Pour moi, les films pour enfants n'existent pas, surtout. Il n'y a pas de film pour enfants. C'est pas vrai. Tu vois ? C'est pas vrai. Et que les films pour enfants, les films qui se revendiquent pour les enfants, ça serait surtout des mauvais films en fait. Genre Choupi, le pinceau magique. Ouais, mais c'est des mauvais films. Ouais. Enfin, tu vois ? Non, c'est des mauvais films, mec. C'est des mauvais films. Hein. Ouais, mais non, mais parce que du coup, genre les films, tu sais, c'est vraiment les films quand tu regardes quand t'es vraiment tout petit. Mais ouais, mais c'est pas des bons films. Bah oui, j'ai pas dit le contraire. Mais tu vois ? Mais du coup, tous les bons films, ça serait pas forcément des films pour enfants. Et que moi, c'est un peu ma théorie, et c'est un truc que je vais réfléchir, tu vois. Mais tous les mauvais films sont pas non plus des films pour enfants, bien sûr. Mais que tous les films dits pour enfants, à savoir les films qui vont placer l'enfance comme élément extrêmement réducteur de cinéma. Et c'est des films qui purement sont faits par des adultes qui ont une vision extrêmement désabusée et extrêmement perdue de l'enfance. Oui. C'est-à-dire que... Qui a une vision bête de l'enfant, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et moi, j'en connais, hein. Moi, j'en connais... Pareil, pour parler un peu crûment, j'en suis désolé, hein, mais des gens qui montrent un peu de la merde à leur gosse, j'en connais plein. C'est super intéressant, tu vois. Il y a ce côté de... Et pour qu'un enfant, justement, puisse comprendre le monde, bah, faut pas lui parler comme un gosse, tu vois. Ah oui. Et c'est bien sûr. Je veux dire, le nombre de parents qui parlent à leurs enfants, tu sais, d'une manière extrêmement enfantine, de « Oh, petit bébé !» Du coup, ce gosse ne grandit pas dans un régime d'image adulte. Et donc ce gosse, grosso modo, ne comprendra jamais le monde qui l'entoure. Bah comme il y a le débat de genre la violence, montrer la violence aux enfants, tu sais, le truc déconseiller des films pour les moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans, tu vois, qui est un débat genre tu sais, on en parlait, genre ça existe pas ça par exemple en Inde, où genre on habitue très vite les enfants à des images violentes, quoi. Ouais. Après, il y a quand même une limite. Il y a une limite, bien sûr. Tu montes ouais. pas un gosse de 5 ans salaud de Pasolini. Oui, exactement. Mais genre, tu sais, c'est important dès le plus jeune âge d'être choqué par des images fortes. Exactement. Parce que c'est des images qui vont te marquer à vie, et être marqué à vie par des images, c'est pas forcément négatif. Ouais. Au contraire, ça va beaucoup plus développer ta réflexion. La réflexion de l'enfant. Enfin, genre pour revenir à Kirikou, c'est un film moi qui me terrifiait quand j'étais gosse. Enfin, la scène Carabal me terrifiait. La scène où Kirikou il est sous la terre là avec le putois là, enfin bref, c'est des scènes moi qui me terrifiaient quand j'étais enfant, qui m'ont marqué, mais aujourd'hui ça a pas fait de moi un dégénéré mental, enfin au contraire, genre c'est... Quoique. Non mais bien sûr. Après, je pense qu'il faut éviter l'amalgame entre images marquantes, images fortes, et images violentes ou choquantes. C'est pas pareil, tu vois. Oui. Dans le sens où, justement, Azur et Asmar, pour moi, c'est un film, ou comme Kirikou, qui est plein d'images marquantes, qui est plein d'images fortes. Ouais. Exactement. Et tu vois, et d'images motrices. C'est-à-dire des images qui vraiment... Enfin, tu sais, des images qui vont venir marquer la rétine, en fait, d'un spectateur. Je pense que Azur et Asmar en est plein. Et c'est dans ce sens-là. C'est qu'en fait, un film pour enfants,
donc un film ouvertement pour enfants, ne dispose pas d'images marquantes. C'est un film qui va venir déferler des images sans aucune accroche, sans aucun point d'accroche matériel sur les yeux, sur la rétine et sur le cerveau de son spectateur. Je pense que ça serait ça, du coup, un film pour enfants. Et donc, dans ce cas-là, ça en fait un mauvais film systématiquement. Un film... En fait, un bon film, c'est un film qui va venir... Là, j'extrapole et c'est probablement faux ce que je suis en train de dire. Hein. Mais si un bon film, du coup, est donc un film qui pourrait s'adresser aussi aux enfants, ça serait pas avant tout un film qui crée des images. C'est un film qui crée des images, véritablement. Et qui n'est pas systématiquement dans la... Du coup, à ce moment-là, si dans tu le prends un recyclage. réalisateur comme Fellini, c'est quelqu'un qui crée des images. Ouais. Et du coup, tu penses que... En vrai, non, Fellini, c'est pas le bon exemple, parce que j'ai des exemples de films à Fellini que tu peux montrer à des enfants, Bien sûr. mais qui comprendront rien, mais, Mais, genre... mais encore une fois, pareil, un enfant n'a pas besoin de comprendre. Oui, Et c'est ce que dit Michel Oslo. oui. Non, mais Fellini, c'était pas le bon exemple, mais genre... Mais si, je trouve que c'est un bon exemple. Genre, ouais, ça- tu peux montrer les Bah, Vitelloni à un... oui. Tu sais, un Ouais, enfant à Marcor... Ouais, genre, tu peux montrer un marqueur d'un enfant de 9 ans. Hein. C'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant du tout. En vrai, un des meilleurs exemples, c'est Sergio Leone. Sergio Leone, c'est quelqu'un qui crée des images, et je pense, en vrai, Moi, je montrais des films de Sergio Leone à mes gosses, hein. Parce que, genre, tu sais, c'est des films qui te marquent, parce qu'il y a des... Et pour le coup, c'est des films où il y a quand même une part qui est faite à la violence. Mhm. Mais c'est pas pour autant que c'est négatif, quoi. Mhm. Un... un enfant pour s'éduquer, que ça soit pour s'éduquer au cinéma, que ça soit pour s'éduquer à l'art, que ça soit pour s'éduquer à la vie en société en général, a besoin des images. Mm. Je pense que c'est Mais ça même, aussi. même un adulte. Même un adulte. Mais tu vois, parce que là, on parle spécifiquement Oui. de l'enfance. Un enfant a besoin d'images. Un enfant a besoin d'images pour apprendre à observer. Un enfant a besoin d'images pour apprendre à apprendre, justement, pour apprendre à apprendre. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que le cinéma, ça serait important. C'est toujours important. C'est que le cinéma, je pense que c'est important pour l'éducation, mais non pas dans une forme d'éducation formelle, à savoir, oh là là, faut dire bonjour à la dame, oh là là, lave-toi les mains. Le cinéma ne sert pas à ça. Moi, j'appelle ça une forme d'éducation très bourgeoise. Exactement. Entre autres, ouais, bien sûr. Le cinéma sert, si tant est que ça sert à quelque chose, à créer des images pour mieux apprendre à observer. Et je pense que ça serait ça notre conclusion par rapport à Azur Asmar et par rapport au cinéma de Michel Oslo. Le cinéma sert à observer. Le cinéma sert à mieux observer. Et de fait est que Azur Asmar est un film qui a permis à des millions d'enfants dans le monde, D'observer. exactement, Comme... à mieux observer le monde arabe. Et je pense que c'est aussi super important, à l'heure actuelle et avec tout ce qui se passe, d'apprendre à observer le monde arabe. Comme Azur, observer le monde arabe. Donc, comme on l'a dit en introduction de cet épisode, Azur et Asmar est sorti en France le 25 octobre 2006. Il va remporter un succès public, un assez bon succès public, puisqu'il va réunir plus de 1,5 million de spectateurs durant son exploitation en salle en 2006. Et il va connaître aussi un très bon succès critique, pas seulement en France, mais partout dans le monde, notamment dans certains pays du Maghreb, où le film va vraiment bien marcher. En Algérie, je crois, il a vraiment bien marché, le film, et a été très bien accueilli. C'est vrai que le film, pour le coup, il a eu de la chance, a été pas mal distribué, même dans le monde, en fait. Oui, parce qu'on sortait de Kirikou, donc forcément... C'est ça. Il va être aussi... il va recevoir plusieurs prix, plusieurs nominations, pardon. Une sélection à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2006, un prix du meilleur long métrage donc au Children's Film Festival de Londres en 2006, et plein d'autres nominations, donc gros succès public et critique. Et il va même avoir le droit à une suite en 2008, avec un court-métrage qui est sorti, un court-métrage de 13 minutes qui s'appelle L'invité aux noces, et qui est une suite directe de Azur et Asmar. En fait, c'est au Liban, une maîtresse d'école à Beyrouth qui a demandé à ses élèves qui a fait visionner à ses élèves un Azur et Asmar, et ensuite qui leur a demandé d'écrire une suite pour le film.
Et du coup, les élèves se sont réunis et ont écrit une suite dans laquelle on assisterait aux noces de Azur et Asmar, et où du coup Azur serait un peu triste de pas avoir son père présent aux noces, et du coup il y aurait un djinn qui viendrait chercher son père en France, un peu vieillissant, tu sais, qui a un peu des remords par rapport à ce qu'il a fait à Asmar, et qui le ramènerait du coup pour la célébration. Et en fait, ils ont envoyé ce mini-scénario à Michel Oslo, et Michel Oslo, il a tellement été touché par cette démarche qu'il va réunir toute l'équipe du film, les équipes, les voix, donc retour de Patrick Timsit et toutes les voix du film d'origine, la chef d'écho, le compositeur, il va réunir toute l'équipe et il va en fait faire adapter du coup ce scénario en petit court-métrage. Alors c'est pas de l'animation pour le coup, c'est un court-métrage, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un court-métrage dessiné entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une succession, tu sais, de planches qui sont pas animées en fait. C'est parce que ça a été un peu galère de trouver des financeurs, et ils se sont dit autant le faire en petites planches, succession de planches qui sont pas animées quoi. Et c'est un court-métrage qui est disponible sur YouTube, hein. Vous tapez l'invité aux noces et vous le trouvez assez facilement, donc voilà. Il est bien du coup? Ouais, il est. Parce que du coup, je l'ai pas vu. En vrai, j'ai un petit peu une petite larme à l'œil, hein, Ok. devant. Genre vraiment, le film est assez beau. Enfin, Ok. voilà. Non, parce que, alors, ce qui est fou, c'est que j'en ai jamais entendu parler. Tu savais pas, ouais. Non. Je viens de te l'apprendre. Ouais, exactement. Mais je l'ai appris il y a quelques jours aussi, donc Ok. voilà. Bah, très très bien. Va voir ça sur YouTube. Carrément. Après Michel Oslo, donc Azur et Asmar, il va continuer sa carrière qui n'est pas finie d'ailleurs. C'est toujours pas fini, hein, non, c'est bien sûr. Je sais pas s'il y a quelque chose de prévu là prochainement. Honnêtement, très probablement, parce que il fait quand même un film entre 2 et 4 ans. Ouais. Et le dernier date de 2022. Il est toujours en bonne santé, Michel Oslo. C'est ça. C'est en fait, après Azur et Asmar, il y a eu 2011 Les Contes de la Nuit, donc qui est, comme on l'a dit, le recueil de plusieurs courts-métrages. En fait, qui est une sorte du coup de réadaptation de la version de 92. Ouais, c'est ça. Il y a eu en 2012 une autre suite à Kirikou, donc Kirikou et les hommes et les femmes. En 2016, Ivan Tsarevitch et la princesse changeante, pareil, qui est une succession de petits courts-métrages. De 4, ouais. Ouais, 4 ou 3 Non, 4, pardon. 4, ouais. 2018, Dilili à Paris. Et là, dernièrement, son film le plus récent, c'est en 2022, Le Pharaon, Le Sauvage et la Princesse. Donc pareil, qui est trois petits courts-métrages trois petits moyens-métrages d'une trentaine de minutes. C'est vrai. Mais qui se passe, je crois, en Égypte, en France et au Moyen-Orient. Si je ne dis pas de bêtises. Le court-métrage avec la princesse, c'est au Moyen-Orient, c'est ça. Mais voilà, donc une carrière, ma foi, assez bien remplie. Assez bien remplie, toujours aussi prolifique, qui ne s'arrête toujours pas. Hein. Je veux dire, à mon avis, il est parti pour encore continuer pour pas mal d'années, je pense. Enfin, tant que la santé le permet, parce que Michel Oslo est plus tout jeune, hein, il a déjà 82 ans. Et pour l'instant, ça va encore. Ouais. Et ouais, on peut espérer que du bon pour la suite. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, on se faisait la réflexion avant de commencer à enregistrer, c'est que moi, Michel Oslo, je suis pas genre le plus gros fan de Michel Oslo. Je sais que pour certains, c'est un peu un dieu vivant, Michel Oslo. Moi, pour moi, Kirikou et la sorcière et Azur et Asmar sont des chefs-d'œuvre incontestables. Je suis d'accord avec ça. C'est clair et net. Après, tout le reste, c'est très cool, c'est très sympa, on passe un bon moment, mais c'est pas non plus des films qui me resteront gravés dans la mémoire. Enfin, je trouve qu'on n'a jamais atteint ce niveau de perfection qu'il y a eu avec le premier Kirikou et avec le film dont on a parlé aujourd'hui. Avec surtout Azur et Asmar, je trouve, qui est vraiment, je pense, à tout jamais son chef-d'œuvre. Oui. Que ça soit vraiment en termes de comme on l'a, tout ce qu'on a développé là pendant 1 heure, hein, voilà, mais aussi même purement visuellement, moi je trouve ça magnifique. Et je trouve qu'il a jamais réussi à atteindre une perfection comme celle-là, quoi. Mais après, dans d'autres domaines, évidemment. Enfin voilà, après même il est revenu, même encore récemment, au papier découpé, aux ombres, et toujours justement ces expérimentations un petit peu formelles. Mais je suis comme toi en fait. Moi, c'est que Michel Oslo, c'est un réalisateur que j'aime bien, hein, que je porte vraiment dans mon cœur, surtout pour Azur et Asmar. Mais c'est pas quelqu'un dont je suis un fan absolu. Tous ces films ne touchent pas de la même manière.
Mais c'est toujours quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail. C'est quelqu'un qui a vraiment mon respect à tout jamais. Hein, Et qui voilà. a beaucoup apporté au cinéma français. Ouais, au cinéma d'animation français, carrément. Bah, même au cinéma français. Même tout au court, cinéma hein, moi, français, en vrai. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. On finit par les petites recommandations habituelles. Je te laisse commencer, je sais pas si t'en as. Alors moi j'ai pas grand chose, je peux vous conseiller la masterclass qu'a fait Michel Oslo à Rome en 2019 à l'occasion du Rome Film Festival disponible sur YouTube. Sachant qu'il y en a une autre qu'il a faite pour au Forum des Ouais, images. c'est ça, au forme des images Qui est aussi et disponible. qui est aussi passionnante. Ouais. Et bah, moi, de mon côté, pareil, pas énormément de choses. Il y a un bouquin qui s'appelle Michel Oslo, le poète des ombres, écrit par Nathan Bonvalet, sorti en 2022. En fait, c'est un bouquin qu'il a écrit en collaboration avec Michel Oslo. Il a eu accès à toutes les archives de Michel Oslo. Il est venu chez lui, il l'a interviewé. Et du coup, c'est un bouquin qui est très... formellement, en termes d'analyse, je trouve que c'est pas hyper approfondi, mais par contre, c'est un bouquin qui est très visuel. On a plein d'esquisses, de storyboards, de plein de petits documents préparatoires pour voir un petit peu comment travaillait Michel Oslo. Du coup, je pense que c'est assez intéressant si vous intéressez à l'animation et à la carrière de Michel Oslo. Et il y a aussi il y a un site officiel de Michel Oslo qui regroupe, pareil, plein de choses. Il y a des interviews, il y a des croquis, des croquis préparatoires, des expositions, des storyboards, des dossiers de presse aussi. Dossiers de presse assez complets, notamment le dossier de presse de Azur et Asmar, où il y a du coup une interview de Michel Oslo, mais pas seulement. Il y a des comédiens, du compositeur, de la chef déco et tout ça. Donc c'est vraiment une mine d'or si vous voulez avoir plus d'informations sur le film. Voilà. Ouais. Je pense qu'on a fait le Je tour. pense qu'on a fait le tour, je pense que tout ça c'est très intéressant. Ouais, évidemment. Bah écoute, on se retrouve le mois prochain. Bien sûr. On ne tease pas, on a dit qu'on arrêtait, on a dit qu'on sait un arrêtait, petit peu de quoi on va parler. C'est ça, on sait très probablement là pour le mois prochain et pour celui d'après. Ouais, on va traverser l'Atlantique. Ouais, vas-y, ok. Non, vas-y, on fait des petits teasings comme ça. J'aime bien ces idées, voilà. On traverse l'Atlantique et on ne parlera pas anglais. Ok, ouais, oui, c'est vrai que... Oui. J'aime bien dire ça comme ça, vas-y, voilà. C'est parfait. Et on traverse l'Atlantique vers le sud. Ouais, vas-y. Allez, on arrête. Merci en tout cas pour cet épisode, Adam. Merci à toi, c'était super. À très bientôt pour un prochain épisode de Générique de fin. Merci à tous et générique de fin.